Et bien du coup, je vais repasser la balle à Laurence parce que donc, on a le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Donc Laurence, qui es-tu? Où travailles-tu? Donc, bonjour à toutes et tous. Et donc, merci à Caroline et Patrick de m'avoir proposé ce webinaire. Donc, Laurence Gassman, donc, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine des dispositifs médicaux et pharmaceutiques, principalement dans des départements qualité. Donc, j'ai fait de la qualité fournisseur, qualité opérationnelle, réclamation client. Et donc, ça fait donc maintenant 3 ans que je suis chez Biomérieux en tant que responsable du contrôle qualité. Euh, et donc, j'enchaîne sur la présentation de Biomérieux, Caroline. Ouais. Et du Pardon. coup, donc Biomérieux, pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'objectif premier, c'est vraiment de contribuer à améliorer la santé dans le monde. C'est une entreprise française qui a vu le jour avec Marcel Mérieux, qui travaillait étroitement avec Louis Pasteur, qui a été donc le fondateur de l'Institut Mérieux. Maintenant, on a donc 4 générations qui se sont succédées avec Alain Mérieux qui fait toujours partie et qui vient toujours assister à nos réunions annuelles, et Alexandre, son fils, qui est président du conseil d'administration. Euh, Tu peux passer la slide. Ouais. Ça fait donc maintenant plus de 60 ans que Biomérieux œuvre pour l'expertise dans le domaine du diagnostic clinique, et plus de 30 ans sur l'expertise en contrôle microbio. On est plus de 14 000 collaborateurs dans le monde, donc principalement en France, mais aussi on a des sites de production aux États-Unis, en Espagne et en Italie. Euh, Notre objectif, il est vraiment de répondre aux gros enjeux de santé publique avec un peu environ 84% du chiffre d'affaires sur lequel on travaille pour les applications cliniques, donc tout ce qui est laboratoire d'analyse, où l'objectif, il est vraiment de diagnostiquer les maladies, que ce soit virale, hépatite ou n'importe quel type de maladie. Et on a 15% du chiffre d'affaires dans le domaine industriel, donc pour le travail pour les entreprises. Donc au niveau du site de Marcy-l'Étoile, sur lequel je travaille, on intervient sur ces deux applications, donc cliniques ou industrielles, et on a une centaine de paramètres sur lesquels on travaille, et on fabrique les kits de diagnostic pour répondre à nos clients. Donc rapidement, le département contrôle qualité, où je suis responsable aujourd'hui, ce sont 3 équipes aujourd'hui qui fonctionnent. Donc, si vous voyez au centre de l'écran, c'est deux équipes qui travaillent vraiment sur le flux de contrôle des lots. Donc, on est sur le contrôle des matières premières, le contrôle des produits finis. Et puis, on a une équipe plutôt axée support qui intervient sur le contrôle des utilités des locaux de production, donc tout ce qui est environnement, donc air, eau, surface. On fabrique également les outils de contrôle qui nous permettent de calibrer nos kits. Et puis, cette équipe intervient également sur l'entretien de l'environnement de contrôle, donc basiquement tout ce qui est métrologie, équipement, etc. Donc, c'est environ 46 personnes qui travaillent au niveau du contrôle qualité. Euh, voilà, réparties sur ces 3 équipes. On a donc, pour aller un peu plus profondément sur le process de contrôle qualité, comme je vous l'ai dit, on a trois types de contrôles principaux. Donc, les matières premières. Donc, basiquement, on reçoit nos matières premières, que ce soit des matières internes ou des matières externes. On les contrôle en fabriquant en petite quantité des solutions qui iront dans nos cônes ou dans nos cartouches. On les contrôle pour savoir s'ils ont la bonne réactivité.
et on les confirme pour ensuite l'utilisation en production. On a nos contrôles individuels des semi-finis, donc les cônes, cartouches, flacons qui composent notre kit. On va faire notamment le contrôle d'homogénéité, que vous trouvez au milieu en bas à droite, qui nous permet de confirmer que notre process de fabrication est homogène. Donc, on va contrôler début, milieu et fin de l'eau. À ce contrôle s'ajoutent, selon le paramètre, des contrôles supplémentaires tels que sérologique, humidité, stérilité, et on fait pour tous les paramètres, on fait de la stabilité également. Et enfin, on fait donc le contrôle du kit complet, où on va réaliser cette courbe de calibration. Donc vous voyez à l'image, hein, avec une courbe qui nous permet en fait d'avoir une calibration pour l'instrument qu'on va utiliser. Et on fournit cette courbe à nos clients qui va permettre de réétalonner leur instrument en fonction du lot qu'ils vont recevoir. Donc c'est vraiment une étape importante au sein de notre production. C'est nous qui la réalisons au niveau du contrôle qualité. C'est ce qu'on appelle les données MLE qu'on fournit à nos clients. Et ces données sont réalisées à l'aide de nos outils de contrôle, donc ce que je vous ai mis aussi en jaune. Et on voit que ces outils de contrôle interviennent à tous ces différents stades des contrôles. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre activité et qui nous prend beaucoup de temps, mais on va aussi y revenir dessus plus tard. Ok, super. Merci Laurence pour cette présentation. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu la situation du service au moment où tu as fait appel à Optime Ressources? Oui, tout à fait. Donc, quand j'ai fait appel à Outine, donc c'était il y a un an, tout juste, hein, il me semble. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je suis arrivée il y a 3 ans. En 2021, il y a eu une grosse réorganisation qui a eu pour conséquence de diminuer les effectifs indirects. On a eu pas mal de départs de personnes qui étaient assez expertes dans le service. Et on a eu aussi dans l'intervalle des crises à gérer, donc la crise Covid, hein, comme tout le monde, mais aussi on a eu une grosse crise au niveau du site de Marcy dû à un fournisseur. Donc voilà, les équipes avaient été très sollicitées. Donc beaucoup de charges qui a accompagné toutes ces crises et ces changements. Et on s'est rendu compte qu'on manquait cruellement de visibilité sur notre capacité à répondre à notre demande. Sur 2022, on a eu 2023, 2022, 2023, des augmentations de nos indicateurs, que ce soit en termes de lead time pour notre service contrôle qualité. Et du coup, la situation se complexifiait et se tendait de plus en plus. Voilà, je me rendais vraiment compte que nos objectifs, ils étaient toujours là. Il faut qu'on respecte nos engagements de production. On doit s'adapter à des augmentations et des diminutions de charges parce que voilà, les volumes fluctuent. On n'est plus sur le même contexte aussi mondial, hein, qu'il y a quelques années. Et on doit gérer nos priorités voilà, concrètement sur le terrain entre contrôler des lots et réaliser ce qu'on appelle des tâches annexes, mais c'est ce que je vous expliquais un petit peu avant, c'est la réalisation de nos outils de contrôle qui sont essentiels pour notre fonctionnement. Donc on était vraiment arrivé à, voilà, à une situation assez tendue, assez stressante pour l'ensemble des équipes. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Optime pour m'aider. Ok, super. Et du coup, l'objectif de la mission, qu'est-ce que c'était? L'objectif, il était vraiment voilà, de repenser l'organisation euh, et l'ordonnancement de nos activités pour gagner en efficacité et en sérénité. Donc, on avait vraiment ces deux aspects-là où, pour moi et puis pour mes responsables, l'un allait vraiment accompagner l'autre et il était vraiment essentiel pour nous de ramener la sérénité. Comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de stress, beaucoup de tension dans les équipes
Et on se rendait bien compte que ça avait aussi un effet sur sur l'efficacité du service. Donc l'objectif, c'était vraiment un double challenge qu'on s'est fixé. Ok. Et du coup, pour atteindre ces objectifs, les premières étapes, comment vous avez travaillé? Quelles ont été les premières, les premières étapes de franchie avec Optim? Alors, donc quand j'ai commencé à travailler avec Optim, je crois que la première réunion, donc moi j'étais quand même assez dans le j'avais envie d'avancer et la première chose qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit: «Non mais là on va s'arrêter et puis en fait on va réfléchir à quel est le but du sécu». Je disais: «Mais ils sont tarés, pourquoi ils me demandent ça?» Bien sûr que je sais. Et donc je me souviens de cette réunion où on a pris, bien 1 heure avec Paul, Patrick, Christian, à réfléchir sur, ben, pourquoi en fait on existe et je pense que c'était vraiment essentiel de repartir de la racine, de la base, quoi. Vraiment, finalement, c'était ce besoin de se comprendre, de s'aligner et que tout le monde finalement, donc moi la première bien sûr, mais ensuite l'ensemble des équipes comprennent finalement pourquoi on existe en tant que service, et en tant que département. Donc c'est ce qu'on a réalisé en formalisant le but du sécu. Donc effectivement, garantir la conformité des matières premières et des kits, étalonner les kits. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous ai dit avec la calibration de nos outils de contrôle. Fournir les outils de contrôle nécessaires, donc ça, on les fournit à notre service, mais aussi à l'ensemble des services du site, dans le respect des engagements de volume, des délais et des coûts, parce que bien sûr, on a des engagements à tenir. Et puis alors ça, on avait beaucoup discuté aussi, mais on avait un deuxième but qui est bien sûr de contrôler la qualité de l'environnement et des utilités des différents bâtiments. Donc ça sort un peu du contrôle de nos matières premières, mais c'est aussi pour ça on existe aussi pour cette partie-là, en tout cas. Donc ça a vraiment été essentiel. Donc l'une des premières étapes ensuite, ça a été effectivement de faire un kick-off avec l'ensemble des équipes pour introduire le projet, leur partager ce qu'on venait de faire là sur le but. Donc ils ont eu eux-mêmes à réaliser ce travail. On l'a fait avec l'ensemble du service, donc les 46 personnes, plus nos parties prenantes, donc nos fournisseurs et nos clients internes. Donc ça a été vraiment une grosse étape de franchie. On a fait des jeux aussi pour comprendre la contrainte, finalement, notre contrainte personnelle, individuelle versus la contrainte globale. Et puis, ce kick-off a vraiment permis de remonter les difficultés qu'on rencontrait. Donc, chacune des personnes, les 50, a pu s'exprimer sur quelles sont nos difficultés à répondre au but. Donc, et à chaque fois, on revenait sur mais est-ce que ça a une importance sur le but? Est-ce que cette difficulté nous empêche d'atteindre le but du sécu? Donc, pour moi, le kick-off, il a été vraiment essentiel dans c'était la première étape qui nous a permis d'avancer. Super. Et du coup, ce kick-off, donc qu'est-ce qu'il a donné? Quelles ont été les sorties de ce kick-off? Effectivement, suite à ce kick-off, on a réussi à prioriser les différents thèmes sur lesquels on souhaitait travailler. Donc, on a eu quatre thèmes qui se sont dégagés. C'est donc la gestion de nos priorités. Donc, on s'est rendu compte que, comme on l'avait un peu ressenti, qu'on avait du mal à voir on manquait de visibilité sur les activités qu'on avait à réaliser. Ce qui nous empêchait aussi d'atteindre notre but, ce sont les non-conformités et la gestion de ces non-conformités. Donc, un deuxième thème qu'on avait vraiment en tête de travailler. Et puis, c'était la gestion de nos paramètres. Donc, je parlais d'une espèce de boîte noire parce qu'on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui. Mais voilà, la gestion de nos paramètres, c'est la gestion de nos outils de contrôle. Et on se rendait bien compte qu'aujourd'hui, c'était une problématique sur lesquelles, voilà, qui nous empêchait d'atteindre notre but également.
Un quatrième thème avait émergé lors du kick-off, c'était la gestion de nos polyvalences au sein des équipes, donc ce qui avait été remonté par les équipes. Donc on l'a identifié comme tel le jour du kick-off. On reviendra dessus ou pas, je ne sais plus, mais en tout cas, on l'a écarté de nos thèmes parce que finalement, après étude avec Caroline et Patrick et Christian, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas un sujet à traiter tout de suite. Et on a voulu quand même aussi intégrer un thème qui était pas ressorti au niveau du kick-off, mais c'était quand même la conduite du changement et tout ce qui était ressources humaines pour s'assurer que les équipes soient bien embarquées sur les changements à venir. Ok. Euh, je me rappelle que quand on est arrivé, tu nous as présenté l'indicateur qui était suivi au niveau du contrôle qualité. Et voilà, on avait cette vision-là de la performance du Sécu. Et là, on a commencé à se dire, OK, c'est bon, on comprend pourquoi on nous a appelés, puisqu'on a un niveau de performance qui varie de 30% à 200% sur certains mois. Euh, Là, on se dit, OK, on a une équipe en fait, qui est surperformante. On comprenait et à la fois on comprenait pas parce qu'en fait, en moyenne, vous fonctionniez bien, hein. Je me Mm. rappelle, moi, je t'ai accompagné chez tes collègues qui étaient en amont ou en aval du Sécu. Et en gros, c'était non, non, mais ça se passe pas trop mal. Effectivement, ça part dans tous les sens. Mais en moyenne, on est bon. Fin d'année, tu y arrives. Donc c'est vrai que moi, je me rappelle, je suis rentré au bureau. Je dis à Paul et à Christian, je ne sais pas pourquoi on est là, en fait. Parce que si tout va bien, on a un problème, en fait. Et donc, on avait du mal à se dire, mais c'est quoi, en fait, qui fait que vous avez ce sentiment, ce que tu as bien exprimé, hein, enfin, ce stress dans les équipes, cette insatisfaction par rapport à comment ça se passait et en fait un indicateur qui quelque part le montrait et le montrait pas en fait. Et donc là, on n'avait pas encore trouvé ouais, la solution, enfin ou Le problème. la route cause. Ouais, voilà, exactement. Merci. Et Oui, tout donc, à du fait. coup, Enfin, c'est vrai que c'est quand ils sont donc Optimi intervenus, c'était vraiment, enfin voilà, l'indicateur sur lequel on est suivi, c'est vraiment l'engagement par semaine à tenir, à répondre aux besoins, c'est-à-dire à rendre un nombre de kits, voilà, hebdomadaire. Et il nous a, enfin voilà, Optim nous a vraiment ouvert les yeux en disant, bah oui, mais en fait, votre indicateur, il est bon, donc pourquoi sommes-nous là? effectivement, et donc, du coup, ben, on a commencé à creuser, hein. Et finalement, en allant chercher un peu le détail de ces données-là, on se disait, mais en fait, on regarde un nombre de lots qui sort par rapport à un nombre de lots qui rentrent par semaine. Mais si on regarde la performance du travail sur chaque lot, effectivement, là, on a commencé à comprendre pourquoi on avait un client qui n'était pas forcément content et pourquoi ça créait du stress, puisqu'on avait finalement un moyenne des taux de service sur toutes les semaines qui était autour de 30%, avec beaucoup, beaucoup de retard sur des lots. Alors, vous l'avez là avec des volumes ou un nombre de lots, hein, mais ce qui est important, c'est que du coup, là, on a commencé à voir un peu plus que effectivement, il y avait moyen d'avoir un client qui soit pas forcément satisfait et qui arrive, lui, à anticiper. 230% de satisfaction. Non, non, la moyenne est passée de 103 à 30. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, nos nombres de lots qui étaient livrés à nos clients sans retard, donc finalement, avec la date prévue initialement, elle était plutôt autour de, voilà, si on fait une moyenne, c'est entre, il me semble, 30 et 40%. Et là, on s'est dit, 28 d'ailleurs, c'est écrit à gauche. Et donc là, oui, on s'est rendu compte que finalement, le ressenti qu'on avait, il était justifié par un Et réel. mode de calcul un peu différent et qui reflétait vraiment la performance réelle. Hmm. Ouais, effectivement, ça a été un gros moment de prise de conscience collective, parce qu'en fait, là, on avait un indicateur qui reflétait pas la performance réelle du service. Et du coup, une fois qu'on a pris conscience de tout ça collectivement, l'identification de la contrainte, tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, tout à fait. Laurence? On a beaucoup travaillé finalement après ce kick-off sur ces différents ateliers que je vous ai évoqués, ce qui nous a permis de dégager que finalement notre outil qui était aujourd'hui un Kanban, hein, sur lequel on utilisait depuis 30 ans qu'on fait du VIDAS, on utilisait ce Kanban pour ordonnancer. Et aussi génial qu'il était, aussi, enfin voilà, il a répondu à des besoins enfin, jusque-là. Il n'était plus vraiment adapté aujourd'hui à la situation actuelle parce il nous manquait, il nous empêchait vraiment de voir et de répondre à nos attentes clients et d'identifier euh, toute la visibilité qu'on avait sur ces activités. Finalement, on a créé ces groupes de travail pour s'aligner, échanger, mettre en place des actions et on a réussi à trouver cette problématique qui était tout simplement le manque de visibilité sur nos activités. Donc, si tu veux passer la slide suivante, Ouais, qui, je vais qui- rebondir là-dessus parce que je me rappelle que nous, quand on est arrivé, on considérait vraiment que ce Kanban, c'était une force, c'est quand même un outil qui est extrêmement utile. Et on s'est dit, bah, ça, c'est un bon point. Et quand on est allé effectivement creuser, et ben, on s'est rendu compte que le système de pilotage qui était choisi, en fait, il rendait complètement l'optimum local possible avec cette liberté de choix et cette non-vision des priorisations pour les équipes qui, du coup, créaient de l'insatisfaction pour le client derrière. On a beaucoup travaillé pour essayer du coup de se dire, OK, en fait, la contrainte, où est-ce qu'elle est? C'était pas forcément simple. Et derrière, les solutions trouvées, Laurence, est-ce que... parce que c'est vrai que, enfin oui, pour rebondir, effectivement, la contrainte initialement, on se posait la question si ça venait pas de la polyvalence, donc des effectifs vraiment où on Mm. n'ordonnançait pas correctement les personnes. On s'est rendu compte que c'était pas du tout ça le problème. Et que c'était vraiment notre manque de visibilité sur les différentes activités qui faisait qu'on n'était pas performant. À force de travail et d'échanges, finalement, on a défini les grands principes de ce qu'on voulait mettre en place. Donc, avant de travailler sur l'outil, on a vraiment défini les principes. Et finalement, les grands principes, ils restent assez simples. Et c'est ce qu'on a voulu vous montrer aussi ce matin avec l'Icebreaker. Mais c'est tout simplement connaître déjà la date du besoin. Aujourd'hui, enfin avant sur le Kanban, on ne la connaissait pas, on travaillait juste seulement avec la date d'entrée au labo et on travaillait seulement avec cette date-là. Donc on travaille maintenant avec la date du besoin. Et la deuxième chose, comme vous l'a montré Patrick et Caroline, c'est de définir les marges que l'on a pour traiter nos différentes activités. Et donc, vraiment, c'est vraiment les grands principes sur lesquels on s'est basé. Et aujourd'hui, on travaille avec ce fichier où on a les activités rouges où il faut les traiter tout de suite parce qu'on n'a plus de marge, les activités oranges qui sont un peu moins urgentes et sur lesquelles on a encore un peu de temps à traiter, et les activités vertes qui me permettent de se dire on a vraiment plus de marge pour les traiter. Et finalement, donc on est 46 personnes à travailler, hein, donc vous pouvez dire mais comment ça fonctionne? Mais les techniciens et les techniciennes sont suffisamment autonomes pour savoir que telle ou telle activité doit être prise en priorité. Donc ils vont d'abord piocher dans la liste rouge, de catégorie rouge, s'ils sont habilités à le faire. Donc chaque personne le sait et est autonome sur cette tâche. Et c'était aussi une demande très importante des techniciens de conserver cette autonomie qu'ils avaient auparavant. Donc c'est vraiment ce principe-là qui a été mis en avant. Et Optim nous a également accompagnés pour mettre en place un outil. Donc aujourd'hui, c'est simplement
je dis simplement, mais un fichier Excel sur lequel Caroline a beaucoup œuvré. Et c'est en attendant de mettre en place un outil d'ordonnancement qui viendra compléter notre travail, mais les principes, eux, vont être conservés et vont être gardés pour notre priorisation de nos différentes activités. Ouais, tu l'as dit, hein, on a beaucoup réfléchi à la méthode et au process avant de vraiment plonger dans l'outil, puisque ça peut être une tentative, hein, une tentation, pardon, de se dire, allez, on met en place un outil et le reste suivra. En fait, si on ne se pose pas cette question de se dire pourquoi, comment, ça ne marchera pas. Donc, l'outil Excel, oui, c'est une finalité, mais surtout, posons-nous la question du process avant Mm, d'attaquer. Et en parallèle, il y a eu aussi un chantier 5S, il y a eu un groupe de travail sur le change aussi, parce que mm. cette idée de réussir à mettre en place des actions au final simples, mais de le faire ensemble. Mais effectivement, enfin, dans ce type de projet, bien souvent, enfin, dans le passé, moi, c'est ce que j'ai pu quand même expérimenter, c'est qu'on va rapidement vers l'outil et on se dit, ben, il nous faut un outil, on va travailler sur l'outil. Et la force du projet sur lequel on a travaillé aujourd'hui, ça a été vraiment de se poser sur, ben, avant de réfléchir à l'outil, c'est quels sont les grands principes sur lesquels on veut se baser et qui répondront à notre besoin. Donc ça vraiment, j'insiste vraiment, c'était hyper important et ça nous a beaucoup aidé pour ensuite créer l'outil. Et finalement, l'outil, ça a été assez rapide et assez simple à faire une fois qu'on avait bien les idées en tête. On a une question qui est tombée et je pense qu'on peut se la poser maintenant. Jean-Baptiste qui nous demande si n'avez-vous pas eu besoin d'une priorisation plus univoque, classer chacune des activités de 1 à N pour savoir laquelle prendre en premier et non par groupe de priorité. Ici, rouge, orange, vert. Alors, non. La réponse est non, parce qu'en fait, on a quand même des marges qui sont assez, je dirais, assez importantes, suffisamment importantes en tout cas. Par exemple, vous voyez là sur l'image, il y a PF, donc c'est les produits finis. Logiquement, on a 2 jours ouvrés pour le rendre à notre client interne. Et donc, finalement, c'est un groupe d'activités qu'il faut réaliser. Et avec la multitude de techniciens qu'on a dans le labo, finalement, les personnes vont aller piocher l'activité qu'ils peuvent réaliser selon leur habilitation. Donc finalement, même si c'était classé de 1 à N, peut-être que la personne, si elle n'est pas formée pour faire l'activité 1, eh ben, elle passera de toute façon au 5. Donc finalement, pour nous, c'est plus, ouais, voilà, c'est plus pertinent d'avoir plutôt des marges de ce type-là. Et ça répondait aussi, je pense, Laurence, parce qu'il y avait une forte demande dans tes équipes de garder de l'autonomie. Donc il y avait tout Oui. ce dilemme entre ne nous mettez pas un système qui me dicte tout ce que je dois faire. Moi, je suis quelqu'un d'intelligent et j'ai envie d'avoir mon autonomie sur comment j'organise mon travail. Et effectivement, comme tu dis, le fait d'avoir des groupes, ça permettait de focaliser sur les bonnes choses dans le bon ordre, mais tout en laissant une certaine forme d'autonomie par rapport à la marge que vous aviez. Et je pense que ça a été très apprécié aussi, enfin, indirectement. Après, on ne dit pas que ça ne va pas évoluer, hein, mais dans un premier temps, je pense que c'était un vrai bon choix de faire des catégories plutôt que d'essayer de faire une liste voilà, très précise dans quel ordre il faudrait les prendre. Ce que Mais le calcul effectivement, offrait, hein. on a Mais, une dizaine d'activités sur 46 personnes. On sait que les activités, elles vont être prises sur la journée ou le lendemain. Donc, ça ne pose pas de problème. pas de problème, tout à fait. Merci, c'est très clair. C'est intéressant en plus Merci comme pour la choix en question. fait. Ouais. T'as d'autres questions? Je sais pas si on les prend Ok, maintenant. On va continuer les questions, on va peut-être les prendre à la fin, mais celle-là, elle était sur le slide, je vous disais qu'elle était bien. Ouais. Tout de suite, on garde vos questions, hein. On les garde, on répondra après, surtout qu'il y en a. On va juste avancer un peu. Oui. Et on voulait aussi revenir sur le côté pourquoi Excel? Parce qu'en fait, c'était un outil qui était quand même simple, flexible, autogéré et qui nous permettait d'avoir une belle agilité. On a su faire des réajustements assez rapidement.
en prenant en compte les contraintes clients et les marges internes du service contrôle qualité. Et tout ça, ça a été permis parce que, en fait, on a travaillé, il y a eu un bon terrassement quand même fait sur la conduite du changement auparavant. Peu d'investissement et quelque chose qui s'est mis en place assez rapidement. En moins de 6 mois, on était opérationnel. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des moments forts pour la prise de conscience collective, d'après toi, Laurence? Oui, tout à fait. Donc, comme je vous l'ai dit, le kick-off, il a vraiment permis d'embarquer l'ensemble des équipes. Et on avait une grosse, énorme attente des équipes suite au kick-off, parce qu'on leur avait donné rendez-vous 2 mois après, 2, 3 mois après, hein. Le délai était vraiment très court. Donc on a réussi à créer une attente de fou. Les personnes qui étaient dans le projet, forcément, elles étaient super engagées. Donc ça a vraiment été une première grande étape. Et puis ensuite, on a aussi fait donc un bilan de la mission qui était le wrap-up. Là, c'est ce que vous voyez sur l'image, et on leur a vraiment fait voilà, un bilan et une présentation des nouveaux principes qu'on allait mettre en place. On leur a fait faire le jeu en réel. Donc là, ce que vous voyez, c'est les personnes qui font le jeu de priorisation. Donc finalement, on leur a fait avec une plus grande échelle, hein. Il y avait une dizaine d'activités à gérer, mais enfin, c'est leur travail. Donc finalement, ils savaient où ils allaient. Et il y a eu pas mal de discussions. Et c'est vrai que ça a été vraiment l'occasion de montrer aux équipes le changement qu'on allait mettre en place, tout en jouant, tout en participant eux-mêmes à ce changement. Donc on leur a fait faire la même chose que vous avez fait ce matin en icebreaker, mais en live, donc en étant eux-mêmes confrontés à ces priorités. Et ils se rendit compte qu'en fait, effectivement, il peut y avoir des changements en fonction du besoin client, et qu'on allait vraiment changer d'état d'esprit complètement suite à la mise en place de ce projet. Donc, et vraiment, ça a été pris. Enfin, suite au wrap-up, tout le monde était hyper enthousiaste. Et la seule question qu'on a eue, c'est bon, ben, quand est-ce qu'on le met en place? Là, on était là, en fait, il faut d'abord qu'on fasse l'outil. Donc, il va falloir qu'on travaille encore un peu. Donc, on a encore créé de l'attente une fois le wrap-up lancé. Donc, non, ça a été vraiment une pleine réussite, ce wrap-up. Et merci à l'équipe d'Optime pour avoir réalisé ce jeu. Parce que c'est donc Caroline et Christian Prit et Patrick qui ont réalisé le jeu. Et ça a vraiment été une étape marquante dans le projet. Ouais, parce que là, on avait effectivement, on l'a fait en physique, hein, donc là, c'est les groupes que vous voyez, c'était des gens qui étaient derrière. Et quand on leur demandait de placer, en ayant connaissance de la date du besoin client, c'était leur proposition. Et quand finalement, on intégrait les marges restantes pour chaque activité, au final, ce qui était assez intéressant, c'est de voir que tous ceux qui étaient plutôt en fin de tableau, ben, finalement, c'était ceux sur lesquels on était vraiment en retard, puisqu'il y avait moins d'un jour pour pouvoir les lancer. Et inversement, ceux qui étaient ciblés prioritaires, et en fait, on avait quand même du temps avant de les lancer. Donc, je te rejoins, c'était un gros moment pour la prise de conscience collective qui nous a permis derrière de pouvoir mettre en place les principes assez facilement au final dans l'outil. Des conséquences sur le managérial, Laurence? Alors oui, parce que on avait, comme toute entreprise, hein, on a des objectifs individuels qui sont fixés chaque année aux personnes, aux collaborateurs. Et jusque-là, on avait un objectif individuel sur la productivité, sur un nombre de lots à réaliser par semaine, par an. Et finalement, en discutant aussi en groupe de travail avec Optime, et puis même avec les collaborateurs, avec les techniciens qui ont participé au projet, on s'est dit, mais finalement, cet objectif individuel, il allait vraiment en contradiction avec notre objectif global, qui était de répondre aux besoins clients. Donc, on a aussi eu cette prise de conscience en tant que manager, à se dire, en fait, c'est bien pertinent de donner des objectifs individuels de productivité
avec des nombres de lots à réaliser, sachant que les techniciens, ils connaissent très bien les lots à prendre et forcément, ils vont aller prendre les lots qui vont facilement, qui vont pas avoir de problème pour faire leurs chiffres, alors que finalement, un autre lot qui est peut-être plus difficile à réaliser, sur lequel on va avoir des difficultés, c'est celui-ci qu'il faudrait prendre au vu du besoin client. Donc on était vraiment dans une contradiction complète. Donc suite à ce projet, on a aussi réévalué ses objectifs individuels en se disant, finalement, on est plus sur un objectif de productivité, puisque les personnes, finalement, elles font le nombre de lots qui est nécessaire et enfin voilà, on va le suivre, mais ça sera plus un objectif individuel. Effectivement, c'était une belle illustration du dis-moi comment je te mesure et je te dirai comment je me comporte. Parce qu'on avait des lots qui mouraient sur le Kanban. Mm. Et du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place derrière pour vérifier l'atteinte du double objectif, hein, qui était, on le rappelle, gagner en performance et en sérénité? Alors, déjà d'une part, pour tout ce qui est performance, comme vous pouvez le voir, il y a en bas de la slide, on a travaillé sur un tableau de bord du contrôle qualité, donc avec Optime, hein, toujours, et puis les équipes, où on suit maintenant le respect du besoin supply. Donc, si vous voyez le tableau au centre de la slide, et on regarde lorsque nous, au niveau du sécu, on a été plus rapide, ou on a été dans les temps, ou est-ce qu'on a été en retard? Et finalement, là où on va vraiment regarder et essayer de comprendre pourquoi on n'est pas bon, c'est la case rouge du je n'ai pas respecté le besoin de mon client et en plus je suis en retard. Donc on essaye de travailler là-dessus. Donc ça a été pour ça, très important de prendre aussi conscience avec les équipes, sur quoi on doit travailler. Et puis, d'un point de vue sérénité, on a également mis en place, un thermomètre du bien-être, on l'appelle comme ça, au niveau du contrôle qualité. Donc depuis quelques mois, on le met en place pour, questionner les personnes, raison d'une à 1 fois par mois ou 1 fois toutes les 2 mois pour, savoir comment ils se sentent au niveau du labo. Et puis on pose 2 questions finalement sur le changement. Donc là, par exemple, sur la mise en place du tableau d'ordonnancement, c'est comment il m'impacte? Est-ce que je suis fortement impactée, moyennement impactée, faiblement impactée? Et finalement, comment je me sens en termes de sérénité? Est-ce que je suis serein, non serein, pas serein? Et du coup, cela nous permet aussi de mesurer la sérénité des équipes vis-à-vis des changements et puis plus globalement, comment ils se sentent au niveau du labo. Et je dois dire que pour l'instant, la mise en place du tableau d'ordonnancement est vraiment, vraiment très bien accueillie et ça se passe très bien. Peut-être pour revenir un peu là sur le tableau de bord du contrôle qualité, on s'est arraché plusieurs cheveux avec Christian, avec toi, avec les managers aussi, hein, parce que pas évident de créer ces indicateurs. Au début, on aurait pu se dire que le seul indicateur qu'on aurait, c'est est-ce qu'on a respecté ou non l'attente du client. Et puis finalement, on s'est dit non, il faut qu'on ajoute quand même d'autres choses parce que nous, on se fixe des temps de travail, mais est-ce qu'on est bon ou pas bon? Parce qu'on a aussi des éléments externes qui doivent nous arriver et qui sont de la production, hein, donc quelque part, on n'a pas la main là-dessus. Donc est-ce que nous, on a fait notre travail ou pas, en fait? Mmh. On a passé beaucoup d'énergie et de schémas pour réussir à aboutir à tout ça. Puis surtout convaincre la supply aussi, c'était, Mm. c'était un gros challenge. C'est vrai, c'est vrai. Ça nous a permis effectivement de nous aligner et le client est resté quand même pas mal de temps sur les ateliers avec nous, hein, pour construire tout ça. Mmh mh. Tout à fait. Et du coup, d'après toi, en fait, pourquoi ça a fonctionné? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un succès dans les équipes? Alors, effectivement, la mise en place, pourquoi ça a fonctionné, c'est, donc on a mis en place ce projet, vraiment, assez rapidement.
Mais c'était vraiment nécessaire d'avancer rapidement et de le mettre en place rapidement. Et ça a fonctionné également parce qu'on avait ce projet en cours depuis un certain nombre d'années. En fait, depuis que je suis arrivée, c'était début d'année 2022, on a commencé à réfléchir à ce sujet en se disant, mais comment prioriser finalement, pourquoi on n'arrive pas à répondre à nos clients, le flux versus ces tâches annexes qui sont les outils. On avait vraiment toutes ces problématiques qui étaient dans la tête de tous les techniciens. Et donc, voilà, à force d'en parler, la graine avait été mise dans la tête de tout le monde de se dire, ben, il faut qu'on travaille sur ce sujet. Donc ça avait vraiment été, ça a permis aussi d'avancer. On a eu du temps pour changer quand même parce que ben, on leur a donné aussi envie de changer avec le kick-off, le wrap-up. On a réalisé des ateliers avec les techniciens, hein. Ils ont participé eux-mêmes. C'était vraiment une co-construction avec les équipes, avec les techniciens, les managers, nos clients internes. Donc ça a été aussi super important. Et puis, on avait également un chef de projet interne enfin voilà, qui était super, hein, Alexis, qui nous a permis de faire avancer le sujet. Voilà, ça a été vraiment tout ça ensemble les clés du succès. Donc voilà, vraiment d'avoir les équipes qui ont déjà ce changement en tête. Donc même s'il faut continuer à les convaincre qu'ils aient déjà l'envie d'aller dans ce projet, c'était déjà un point important. Mais ensuite de les embarquer, de travailler et de co-construire ensemble, ça a été aussi important. Et du coup, si tu pouvais nous dire ce que ça vous a apporté dans le service. Alors aujourd'hui, clairement, c'est marrant parce qu'en fait, on a présenté le tableau d'ordonnancement il n'y a pas si longtemps au comité de direction parce que bon, finalement, on l'a mis en place en février-mars, mais là, il a vraiment été en place début juin. Et donc, on a pu le présenter aussi au CODIR qui nous a posé la question. Donc, et en fait, aujourd'hui, il n'y a vraiment plus de stress lié à cette priorisation. Donc, les personnes connaissent leurs priorités, savent sur quoi ils doivent travailler et toutes les activités sont remontées. Donc, il n'y a plus de bah non, mais je dois faire ça, mais ce n'est pas noté dans ma charge, mon manager n'est pas au courant. Non, en fait, la visibilité est claire pour tout le monde, on sait où on doit aller et c'est beaucoup plus facile à arbitrer également pour nous, managers, quand on voit qu'il y a beaucoup d'activités qui sont dans le rouge, c'est plutôt à nous d'arbitrer en fonction de la demande client toujours, mais aussi en fonction de ce qu'on sait sur est-ce que c'est plutôt une matière première ou un produit fini qui est demandé. On peut aller aussi questionner nos interfaces pour savoir quelle activité doit être envoyée en priorité des priorités. Mais voilà, c'est plutôt à nous que ça revient en tant que manager qu'aux équipes, alors qu'avant, les équipes avaient un peu cette charge-là à se dire qu'est-ce que je dois faire en premier finalement. Une belle transition parce qu'effectivement, c'était une question de Bruno qui nous disait comment est-ce que vous avez réussi à gérer la fluctuation de charge quand la liste rouge déborde, comment réagit-on? Du coup, Eh oui, tout à fait. voilà, belle réponse. Donc ça peut arriver, mais c'est là où effectivement on discute avec la supply pour savoir vraiment parce que eux aussi des fois ils se mettent des marges, hein. Et donc c'est à eux qu'on pose la question quel est le plus urgent et quel est ouais, le plus urgent à traiter dans les priorités. Mais Et bon, voilà, ça arrive quand même, enfin voilà, bien heureusement, ça arrive quand même pas si souvent et on arrive à traiter nos priorités en temps et en heure. dans tous les ateliers d'alignement, le kick-off, le wrap-up, je me rappelle, enfin, c'était un point qui avait été discuté. On n'avait pas fait de fausses promesses aux équipes, hein. On leur avait bien dit, on ne va pas supprimer les problèmes. La sérénité, c'est qu'on va amener un système dans lequel on est aligné sur pourquoi une décision est prise,
pourquoi on va tous la suivre et on va tous assumer avec ça, enlevant exactement ce que tu disais, le stress de l'individu de se dire à un moment, ben moi, c'est pas clair comment on doit faire, donc finalement, c'est moi qui choisis, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que les autres sont d'accord, etc. Et c'est vrai que ça a été très bien compris et très bien accepté par les équipes. Et la sérénité, c'est essentiellement ça, finalement, c'est d'être aligné sur pourquoi on prend une décision qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours celle qu'on a envie d'avoir, mais au moins elle est partagée et donc ça permet de travailler de manière beaucoup plus sereine. Tout à fait. Du coup, en bilan, bon, on l'a dit et on le redira, hein, c'est que les objectifs ou les indicateurs qui sont suivis, ils peuvent ne pas être aidants. Ils peuvent même créer des optimums locaux qui, au final, pénalisent la performance globale. Euh, et ça, notre intuition peut être aidante ou pas, ça c'était plus pour nous, hein, parce qu'on s'est dit le Kanban génial, et finalement, il faut aller creuser derrière. Oui, et puis on avait les compétences aussi, Oui, on se disait à un moment, la les polyvalence. habilitations, la polyvalence, Ouais. on était aussi convaincus au départ que c'était un des gros problèmes que vous avez. Bon, ben, il a fallu qu'on ravale notre fierté en disant non, finalement, on ne peut pas le prouver, effectivement, c'est pas ça, donc c'est ailleurs, il faut continuer à chercher. Ouais. Et on va aller même vérifier que c'est pas le cas. Mm. On part juste derrière. Et donc des questions, eh bien oui, vous en avez posé, notamment une sur les critères de priorisation. Prenez-vous la marge elle-même en jours ou bien la marge divisée par la charge de la tâche? Donc ça, on a pris une marge. Ouais, j'allais dire, tu veux que je réponde ou tu réponds, Caroline? Comme Ah tu bah veux. vas-y, Laurence, je te laisse répondre. Je t'en prie. Donc, c'est bien la marge en jours. C'est en jours et non en charge de la tâche, effectivement. Et en fonction de l'activité, donc comme je vous le disais tout à l'heure, pour les produits finis, on a 2 jours. Pour les matières premières, la marge, elle est un peu plus importante parce qu'on s'est fixé des marges plus importantes en se disant que déjà le délai de contrôle est plus important. Donc, c'est vraiment en fonction aussi de l'activité. Et de la même manière, pour tout ce qui est paramètres, outils de contrôle, on s'est aussi mis des marges différentes. Donc, on est vraiment sur des marges en jours et les activités vont passer du rouge, orange, vert en fonction de ces marges. Avec des marges de sécurité sur des paramètres ou des produits finis où on a vraiment, on sait qu'on a des problèmes de manière récurrente sur le sujet. Mm, tout à fait. C'est Voilà. vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tout ce qui est non-conformité, donc ce qui était un des ateliers sur lesquels on travaille, et au niveau du contrôle qualité, c'est quand même aussi un sujet qui est important, parce qu'on a des OS, des non-conformités, et maintenant, enfin, on a aussi identifié les paramètres sur lesquels on a le plus de problématiques, et donc on va se mettre une marge plus petite pour ces paramètres-là, parce qu'on sait qu'on va avoir à traiter des problèmes, des non-conformités qui va nous prendre plus de temps à passer notre flux au niveau du contrôle qualité. Isabelle, tu as une question? Oui, justement, c'est par rapport à ça. Je voulais savoir enfin, jusqu'à combien de temps vous avez votre visibilité donnée par la supply? C'est-à-dire que la semaine prochaine, vous savez, vous connaissez votre planning combien de temps à l'avance? Enfin, la supply vous donne les infos combien de temps à l'avance? Alors, en fait, du coup, ça se fait vraiment au fur et à mesure de la réception des échantillons. Donc, on n'a pas un planning, comment dire? On n'a pas un planning, à moyen long terme. On va savoir la charge qu'on va avoir parce qu'on fait des boucles de pilotage avec la supply pour se dire, ben, quelle est la charge qu'on va avoir sur, les semaines et les mois à venir. Mais par contre, l'ordonnancement, il va venir en fonction de la production qu'on a, juste avant. Donc finalement, dès qu'on reçoit, l'échantillon à contrôler, on va rentrer dans notre tableau et c'est là que va apparaître l'activité. Et donc l'activité du contrôle du lot PF, il va arriver que quand on va recevoir les échantillons. Je ne sais pas si j'ai répondu D'accord. à la question. Mais du coup, vous avez quand même la visibilité de la charge qui va arriver des semaines, voire des mois avant quand même. Vous savez que Oui, vous avez, je sais pas, 100 lots par semaine à libérer, ça vous le savez avant. oui. Donc Ok. le tableau d'ordonnancement qu'on a mis en Hmm. place, c'est vraiment de l'ordonnancement. Oui, C'est oui. pas un Hmm. tableau qui va nous permettre de faire l'adéquation charge-capacité. Ça, Ouais, on ouais, le ok. fait, Ok. on le fait avec d'autres moyens. Enfin, c'est la boucle de pilotage
à plus long terme qu'on réalise également avec la supply, mais on ne rentre pas dans le détail des activités à réaliser. Ok, merci. Mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, euh, ce n'est pas un outil qui nous permet de faire cet exercice-là. Il nous permet de prioriser, donc ça c'est vraiment l'objectif premier, c'était ça. Et ça a été discuté aussi dans la mise en place de l'outil. Est-ce qu'il nous permettra de piloter notre activité? Donc ça, par contre, c'est quelque chose enfin, qui peut être mis en place, qui n'est pas tout à fait mis en place encore aujourd'hui, mais qui nous doit permettre de piloter. Donc c'est voilà, encore un travail à réaliser. Mais c'est vraiment du pilotage Ouais, journalier, ouais, hebdomadaire, c'est hein. ça. C'est en fonction, par contre, de l'échantillon. C'est Voilà. pas le RP qui va vous dire quelque chose. Non, c'est vraiment en Ok, fonction de ce qu'on a à réaliser. Si les activités sont en rouge, c'est qu'on a les échantillons pour travailler, pour faire les contrôles. ok, Sinon, ils ne sont pas encore dans le rouge, l'orange ou vert. ok. Merci. On a une question sur la gestion des priorités avec la supply chain en cas de conflit. Est-ce que vous avez mis en place une routine, une sorte de SNOP avec du coup la supply chain? Alors oui, enfin, alors ça sera peut-être pas forcément au niveau local contrôle qualité, mais on a des genres d'AIC où ben, toutes les semaines on va travailler, enfin on se voit avec la production, la supply, le contrôle qualité, différents moments de la semaine. Et à mon niveau, c'est une fois par semaine où on va se refixer si on a des priorités. Et puis, on a aussi voilà, des managements de l'encours qui va nous permettre de s'assurer que les lots plus urgents pour la supply sont bien pris en charge. Voilà. Je pense que ceux qui gèrent le flux connaissent bien ce type de créneaux qui permettent de se réaligner sur les urgences supply, prod et contrôle qualité. On a une question sur qui c'est qui collecte les données pour remplir le tableau de bord? Alors, c'est fait automatiquement avec le fichier, avec le fichier Excel que Caroline nous a fait. Les données se remplissent automatiquement pour les indicateurs. Mais par contre, après, à nous de les analyser, parce que le fichier ne nous dit pas pourquoi on a été en retard. Donc, ensuite, il faut un petit peu plus creuser pour savoir est-ce qu'on a été en retard à cause d'une non-conformité? Est-ce que c'était parce qu'on a finalement le lot il est resté dans la catégorie rouge et personne ne l'a pris? Enfin voilà, c'est là où je vous dis qu'il y a encore un travail de pilotage à faire, certainement, parce que effectivement, aujourd'hui, si les techniciens ne prennent pas les activités rouges, elles peuvent rester sur ce pan-là. Donc, c'est bien à nous, managers, de faire ce travail-là. Donc, du coup, c'est les techniciens qui utilisent et remplissent, donnent les données qui permettent derrière de calculer et de donner les priorités qui sont restantes. Parce que quand j'ai pris la carte, elle disparaît. Oui, c'est ça. C'est que finalement, l'échantillon arrive ou l'activité arrive, c'est le technicien de réception qui va créer la ligne et qui va permettre à l'activité de s'afficher dans les catégories rouges, orange ou vertes. Et ensuite, c'est les techniciens, quand ils prennent l'activité, elle va venir chez eux et elle va sortir de ces catégories-là. Il y avait aussi un truc intéressant je rappelle, c'est que les techniciens faisaient des réserves aussi sur le tableau de Kanban. C'est-à-dire que non seulement ils prenaient une activité qui disparaîtrait maintenant, etc., mais ils s'en mettaient de côté, en fait, en disant, et ça, je le ferai après, etc. Sauf que ça vous posait aussi des problèmes. Ça, c'est quelque chose que vous avez arrêté, en fait, en disant, on prend une activité, on la réalise, et après, on ira chercher la suivante, mais on commence pas à se mettre des choses de côté qui empêchent éventuellement quelqu'un de le récupérer si, pour une raison X ou Y, tu as pris du retard dans ce qui t'arrive, etc. Ce qui était quand même un phénomène qui n'était pas fréquent, mais qu'on observait quand même de temps en temps dans l'ancien modèle. Oui, parce qu'effectivement, vu qu'ils avaient cet objectif-là de faire un nombre de lots, ils se réservaient des lots à faire parce qu'ils connaissent, ils savent que des lots sont plus faciles que d'autres à réaliser. Et donc, même si le lot il était urgent, il ne pouvait pas être fait par quelqu'un d'autre puisqu'il était réservé par un technicien.
Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment, voilà, c'est une pratique qu'on a complètement demandé d'arrêter pour, voilà, pour être plus efficace et répondre aux besoins clients. Tout à fait. Une autre question sur les activités qui sont incluses, donc type vérification d'équipement, mise à jour documentaire, est-ce que c'est intégré dans les activités, donc dans le pilotage? Non, non, aujourd'hui, on n'est pas allé jusque-là. Donc, sont intégrés effectivement tout ce qui est contrôle de l'eau, matières premières, produits finis, tout ce qui est fabrication de nos outils de contrôle, la gestion de nos outils également, les stabilités aussi qu'on a rentrées hein, depuis que vous êtes partis, Caroline et Patrick. Mais effectivement, on n'est pas encore allé jusqu'au détail, au micro-détail de gestion des équipements, enfin voilà, ce qui est finalement de la gestion du laboratoire pour pas engorger le tableau. Oui, après, il y a une activité annexe de mémoire hein, de créer. Oui, 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 tout à fait. On est conscient du temps qui avance. On prend une dernière question. Est-ce que quelqu'un a une dernière question brûlante? On peut prendre en live avec Laurence. Michel Rula, ouais, j'avais une question qui est dans la liste là que vous avez sautée. N'y a-t-il pas des principes, des contraintes liées à la productivité et pas seulement à la satisfaction client? Sur les principes sur lesquels on a établi nos marges, je dirais que non. Caroline, Patrick, vous êtes d'accord avec ma réponse? Oui, Euh, oui, moi je suis assez d'accord. Pour moi, Je ne on sais est pas si c'est vraiment. l'origine de ta question, Michel, mais il y avait des discussions dans les équipes à un moment sur ceux qui font tout pour essayer de sauver la boîte et ceux qui prennent que ce qui les arrange, etc. C'était plus des rumeurs, hein, nous on n'en faisait pas partie. Je ne sais pas si ça parlait de ça, et donc avec un peu des remarques sur productivité, est-ce qu'on en fait assez, etc. Euh, mais en fait, ça n'a jamais été, enfin, de ce qu'on voit maintenant avec les résultats, c'était pas un problème en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en corrigeant la manière de réorganiser le travail, en supprimant les optimales locaux, à la fois dans le comportement, en disant arrêtez de vous réserver les choses, c'est plus permis de le faire parce que c'est contre-productif. À la fois, vous serez plus gratifié sur ce critère-là, puisqu'on a besoin de réussir l'objectif global, hein, le but, on revient sur le but. Ça a suffi largement à compenser ça. Et donc, en fait, parce qu'on va dire, on s'en fout s'il y en a un qui est un peu plus productif qu'un autre, parce que c'était pas ça le problème, en fait. Le problème, c'est réglé de lui-même. Je dis pas qu'ils vont pas y arriver un jour, si on contraint de plus en plus, mais c'était pas ça, en fait, le problème. Donc, typiquement, ça aurait pu être quelque chose, je pense pas qu'on l'avait vraiment pris sous cet angle-là, mais ça aurait pu être quelque chose qu'on aurait considéré, nous aussi, comme une contrainte, mais qui serait tombée, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'était pas légitime, elle n'était pas réelle, et donc, c'était pas ça qu'il fallait régler pour résoudre le problème qu'avaient Laurence et ses équipes. Bah, c'est ma Finalement, réponse, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. en faisant, et pour compléter, finalement, en faisant l'adéquation charge-capacité qu'on réalise en amont, on sait finalement si on va être juste en termes de charge ou pas, et du coup, est-ce que la productivité va être atteignable ou non. Et finalement, maintenant, en mettant ces priorités, les personnes, elles savent ce qu'elles ont à faire. Enfin, on est vraiment dans une responsabilisation et aussi des activités, comme ce qui était fait avant au niveau du Kanban, où les personnes prenaient leurs activités, mais sans avoir la visibilité de est-ce que c'est bien que je prenne cette activité ou bien une autre. Là, maintenant, on leur guide leur choix, mais sans pour autant. Enfin voilà, c'est pas un sujet, c'est pas notre driver premier. Et pour autant, on continue à répondre à notre besoin client. Et on retrouve Ah, bah, la bienveillance des gens, hein, parce que moi je rappelle, tu as plusieurs personnes qui sont en temps partiel, et donc parfois de prendre une fiche peut poser problème sur ça va tomber dans mon jour d'absence, etc. Mais elles se sont très bien organisées entre elles, en fait. Enfin, ça, elles l'ont intégré et ça se réglait très très bien. Donc voilà, c'était plus de leur dire voilà les priorités, et maintenant organisez-vous en fonction de ça, et on a retrouvé toute la bienveillance, la bonne volonté en fait des équipes par rapport à ça pour bien s'organiser. Tout à fait. ma question, en fait, c'était pas nécessairement, enfin, ça se ramène à de la productivité individuelle à la fin, mais c'est plutôt, est-ce que
le process lui-même est suffisamment productif, c'est-à-dire en allouant finalement sur la base de la satisfaction client quasiment uniquement, hein, est-ce qu'il ne va pas y avoir des personnes qui vont se retrouver en sous-charge à un moment ou à un autre, quoi, en fait? Ça répond à la satisfaction client, si tu veux, Michel. Dans ce cas-là, si Ouais. en fait on y arrive, ce qu'il faut se dire, c'est que, enfin, Laurence n'a pas réinsisté là-dedans, mais il y avait beaucoup, enfin, tu as un petit peu dit au début, je pense, mais il y avait eu des réorganisations, il y avait des réductions, il y avait des réorganisations du département, il y avait quand même beaucoup de sentiments aussi de ça ne fonctionne pas comme avant, on n'a pas les mêmes ressources, on ne recrute plus. Et au fait, on a mis quelque chose en place qui a permis de passer la vague avec une satisfaction client. Et tout le monde dit, bah, finalement, on s'y retrouve. Donc, effectivement, on n'avait juste pas trouvé la clé qui nous permettait de nous organiser efficacement, en fait, par rapport à la situation dans laquelle on était, parce qu'on avait, voilà, on n'avait pas le bon indicateur, on n'avait pas enfin, cet indicateur et cette information. Et donc, c'était compliqué pour nous dedans. Et en plus, sans que ce soit vraiment officiel, on sentait bien que les clients étaient insatisfaits. Ça nous créait beaucoup de stress parce ils nous appelaient en disant, mais où est mon lot, etc. Alors qu'en fait, on avait l'impression qu'on travaillait bien. Et donc, en faisant ça, ça a suffi voilà, à dégoulotter. Donc, c'est bien. Merci, Michel. Ça fait une bonne transition. On aime bien toujours Merci pour vos questions, hein. S'il y en a encore d'autres, n'hésitez pas à les écrire. On demandera à Laurence si on peut vous les renvoyer par mail. Mais conscient du temps, il va falloir qu'on clôture. On aime bien justement faire nos petites conclusions optimes en fait par rapport à un webinaire. On s'octroie quand même ces 5-6 minutes. Et effectivement, on revient sur cette notion. On va beaucoup parler TOC pour nous. Tu peux parler. Donc, une des choses pour nous, c'est de dire, très important, de toujours bien travailler sur les aspects techniques et humains et de le faire en parallèle. Tu peux lancer. Alors, on n'aura pas le temps de tout regarder. Excusez-moi, j'ai un petit souffle que je enlève. Sinon, vous n'allez plus m'entendre. Tac, ça. Bon, on vous mettra le lien dedans, mais c'est la symbolique pour ceux qui ont fait la formation TOC. C'est bien illustré par ce cas de la bouteille, en fait, qui vous présente en fait toute la réflexion TOC en disant, mais une fois que j'ai défini mon système, mon but, Laurence nous en a beaucoup parlé pour son département, qu'on a le bon indicateur de performance et qu'on a identifié son goulot, en fait, là, on va pouvoir commencer à travailler à optimiser. Et donc, ce qu'on fait, comme dans le cas de cette bouteille, c'est que vous la videz, le but, c'est de la vider le plus rapidement possible. Au départ, simplement, on la renverse et elle s'écoule. En fait, elle se vide. Donc, le département de Laurence aussi, il arrivait à faire le travail qu'il y avait à faire. Mais c'était dans la douleur. On voit que dans l'intérieur de la bouteille, en fait, il y a beaucoup de start and stop, il y a beaucoup de bousculades, il y a des bulles d'air qui explosent dans tous les sens parce que la physique de l'échange des flux entre l'air et l'eau est telle que oui, ça va passer, mais ça va se faire avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie perdue, beaucoup d'optima locaux qui vont venir en fait en conflit et qui ne vont pas aider à optimiser votre optima local. Et donc, pour ceux qui ont fait la formation, vous savez très bien qu'après, on passe. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur la vidéo pour qu'on avance quand même, mais vous pourrez la regarder calmement. Mais vous savez très bien alors que dans une deuxième phase, on va se dire, mais comment est-ce qu'on peut améliorer ce processus et ce qu'on penserait tous à faire, effectivement, dans cette bouteille. Alors d'abord, on va nous dire, il faut changer la bouteille, il faut la scier, etc. Mais ça, c'est des énormes investissements. On dit non, non, il faut peut-être s'organiser. Et donc, effectivement, si vous créez un petit vortex, paf, vous voyez qu'en fait, en s'alignant, on crée ce passage d'air au milieu de la bouteille et elle se vide 2 fois plus vite que ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais non seulement elle se vide 2 fois plus vite, mais on voit en fait qu'il y a beaucoup moins de conflits et de disputes à l'intérieur. Par contre, il y a toujours énormément d'énergie qui est dépensée pour s'aligner, parce que tout doit tourner dans le même sens, dans le même ordre, mais ça permet aux équipes effectivement d'arriver à cette performance technique que l'on recherchait. Et on peut se poser la question en disant, mais est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Et quand vous faites l'exercice, pour ceux qui s'en souvenaient, ben voilà, en introduisant cette paille en fait, dans notre goulot, on peut encore améliorer la performance. Paradoxe, c'est encore de nouveau, là, il faut chasser une idée reçue, de se dire, mais en fait, j'ai réduit en fait, mon goulot, puisque j'ai introduit un objet externe dedans, et j'ai quand même encore gagné 30% de performance. Et non seulement j'ai gagné 30% de performance, mais vous voyez à l'intérieur de la bouteille, mais il fait d'un calme, c'est presque soporifique, on se demande si les gens ne s'ennuient pas. Donc en fait, c'est pas le taux d'énergie qu'on voit dans la bouteille qui est dans l'eau qui fait qu'en fait on est performant ou pas. Et c'est vraiment ce que nous on veut illustrer, enfin qu'on a illustré, je pense, par cette mission et sur lequel on insiste beaucoup, c'est de vraiment travailler sur les deux aspects en parallèle, à la fois l'aspect technique de comment vous améliorer, mais surtout le faire avec les gens pour travailler sur les aspects humains et la sérénité. Donc on a toujours été très attentif ici aussi, et Laurence l'a mentionné plusieurs fois, sur des exigences personnelles, humaines en fait des équipes qu'on a intégrées au maximum, à la fois leur faire perdre des croyances qui n'étaient pas réelles,
en disant attention, là tu penses que c'est comme ça que tu t'optimises, mais en fait ce n'est pas efficace, et en même temps en respectant certaines demandes sur de l'autonomie, un peu de flexibilité, etc., mais de le faire voilà, de manière intelligente pour l'équipe. Ça, c'était mon premier rapport. Le deuxième, c'était sur la contrainte difficile à trouver. Et ben oui, des fois, difficile à trouver, hein. Des fois, on part sur des pistes et c'est pas forcément les bonnes. Donc, en fait, il faut se poser des questions, il faut faire avec le terrain. Observer, interroger les experts, compter, des fois faire du bâtonnage, hein. Il faut pas hésiter. Si la data n'existe pas, en fait, allons la chercher. Et puis, une fois qu'on a trouvé des pistes sur toutes les questions là qu'on s'est listées sur la partie de droite, hein, et ben, en fait, on va creuser des choses, on va essayer de trouver, d'identifier des contraintes potentielles. Et derrière, ben, il faut vérifier si elle est vraie, si elle est avérée, et si elle est légitime, qui sont deux questions bien différentes, hein. C'est de se dire, est-ce que c'est la vérité? Et puis, est-ce qu'on s'en crée pas une qui est du coup illégitime? D'accord. Et enfin, ce qu'on aime bien faire, c'est, enfin, on applique les 5 étapes hein, de la TOC en fait dans toutes ces missions. Et ce qui est important, c'est de se dire, oui, il y a les 5 étapes d'identifier la contrainte, on en a assez parlé. Après, on va l'exploiter ou subordonner les autres processus. Mais souvent, très très vite, en fait, on essaie de nous emmener sur élever la performance de la contrainte, hein, et ce qu'on appelle pour moi, je traduis toujours ça en investissement. En fait, c'est là que ça commence à coûter beaucoup d'argent. Et pourquoi pas si on en a vraiment besoin, mais ça vient vraiment qu'en quatrième. Et très souvent, en fait, on n'en a pas vraiment besoin. Et cette mission l'a encore prouvé en disant on aurait pu investir dans des systèmes, rajouter des gens, tout ce qu'on veut. C'était pas ça le problème qu'on avait. Il fallait trouver un système intelligent bon, déjà de mettre le bon indicateur et de fournir ça aux équipes pour qu'elles puissent s'organiser autour de ça. Et ça a suffi. Et donc, peut-être ça répond un peu mieux à ta question, hein, Michel, de performance. En fait, la performance, le système en était capable. Il n'était juste pas organisé de manière optimale par rapport à ça. Ce qui ne veut pas dire qu'un jour, on ne devra pas faire la 4. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est faire l'étape 5 dans le principe de la TOC et de se dire, bon, bah, est-ce que ma contrainte, elle a bougé maintenant, hein, maintenant que ça se stabilise et que ça fonctionne, il faudra juste veiller à maintenir le système et surtout à surveiller est-ce qu'elle n'est pas en train de se mettre ailleurs et donc recommencer le processus si besoin.